Et alors le bouquin de François Bégodeau est donc très intéressant parce que, pour moi, parce que lui, il est allé beaucoup plus loin dans la piste de réflexion et il s'est vraiment intéressé à ce qu'il a appelé l'histoire de ta bêtise, c'est-à-dire l'histoire d'une certaine forme de bêtise qui a donné le macronisme. Et il y a une analyse derrière de ce qui a fabriqué cet esprit macroniste qui est fort intéressante. Donc on va regarder ça ensemble. Avec déjà une première question qui se pose, qui est le tu de histoire de ta bêtise? Puisque c'est la bêtise de toi, mais c'est qui toi? En fait, tu est motivé d'abord par la peur. En profondeur, ce qu'il y a derrière toutes les caractéristiques de tu, c'est la peur de tout ce qui pourrait remettre en cause sa situation dominante dans le système social. Tu as peur de tout ce qu'il y a en dessous de lui et qui menace de remonter. Donc sous cet angle, tu n'es que la figure contemporaine du bourgeois effrayé par l'ébranlement des classes populaires. Et toutes les ruses du discours macroniste ne sont qu'une nouvelle manière de faire ce que la bourgeoisie fait depuis des siècles, s'arranger pour confisquer la plus-value sans que ce processus ne soit visible, ou en tout cas en faisant en sorte qu'il soit le moins visible possible, pour qu'il soit autant que possible non contesté. Donc l'essence de tu, à partir de là, en fait, c'est la fausseté. C'est la fausseté nécessairement parce que, comme il faut qu'on cache en quelque sorte la question clé du système socio-économique, c'est-à-dire la confiscation de la plus-value, eh bien, il faut constamment bâtir des systèmes de représentation du monde fallacieux. Et au fur et à mesure que ces systèmes s'écroulent sous le poids des contradictions, à cause du retour du réel, eh bien, il faut en fabriquer de nouveaux. Et ce qui fait que la fausseté et la nature de tu, c'est que c'est pas simplement le mensonge, c'est-à-dire que ce serait trop simple si tu savais vraiment ce qui se passe et s'il mentait consciemment, mais c'est encore une fois, c'est antérieur à toute décision raisonnée, c'est juste que c'est la nature même du mode de pensée de tu. Ça vient du fait que dans la vie des classes dominantes, énormément de choses existent en quelque sorte de façon magique, parce que les dominants, il faut pas l'oublier, ne voient pas les dominés. Et ça concerne un peu tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons tous un être bourgeois. Je veux dire, dans les pays occidentaux, on est tous un peu bourgeois, c'est-à-dire que, je sais pas moi, prenez, tiens, j'ai un coupe-ongle là, qui était posé à côté de mon bureau. Où a-t-il été fabriqué? Bon, c'est pas écrit, mais je suis prêt à parier qu'il a été fabriqué en Chine, dans un pays comme ça. Et effectivement, je ne connais absolument pas les ouvriers chinois qui ont travaillé pour fabriquer ce coupe-ongle. Et quand je l'ai acheté pour une somme très faible, j'ai pas réfléchi que s'il était si bon marché, c'est probablement parce que ces ouvriers travaillent, je sais pas, 70 heures par semaine ou quelque chose comme ça, et qui sont logés dans 2 mètres carrés à côté de l'usine, quoi. Plus on monte dans la structure sociale, plus les objets existent autour de nous magiquement. Et quand vous vivez dans un monde où les choses semblent exister magiquement, eh bien vous développez une pensée magique. Vous restez un peu dans le monde enfantin de la pensée magique, c'est normal. Et comme c'est confortable, vous pensez même pas à en sortir. Vous êtes enfermé à l'intérieur de la pensée magique, mais elle est bien confortable. Vous n'avez pas envie d'en sortir. Et c'est ça qui fabrique cette structure mentale particulière, dont le macronisme est le nom aujourd'hui, en tout cas au niveau des classes dominantes. Donc si on fait une analyse historique longue,
la conclusion en fait à laquelle arrive François Bégaudeau, c'est que vous prenez le discours issu de la récupération des idéaux libertaires de 68, vous l'accommodez à une sauce totalement, parfaitement compatible avec le capitalisme contemporain. Ce discours va maintenant être le nouveau discours derrière lequel va se cacher la bourgeoisie thermidorienne, la bourgeoisie qui a fini de prendre le pouvoir en France en 1871 avec Thiers, la bourgeoisie qui a écrasé la Commune de Paris, et qui, après avoir régné à une certaine époque en imposant une bien-pensance qui réprimait l'homosexualité, règne aujourd'hui avec une bien-pensance qui réprime l'homophobie. Après avoir, à une certaine époque, régné par une bien-pensance qui imposait le racisme de Jules Ferry, règne maintenant par une bien-pensance qui impose l'antiracisme, version SOS racisme. Tout a changé, mais en fait rien n'a changé. Il n'y a que l'habillage qui a changé. Fondamentalement, les logiques sont toujours les mêmes. Les dominants veulent rester dominants, et pour ça, ils pervertissent l'outil le plus important dont pourraient disposer les dominés pour se révolter, le langage. La domination sur les consciences passe essentiellement par l'utilisation viciée du langage par la classe économiquement et socialement dominante. Étant détenteur de l'ensemble des moyens de communication, le pouvoir diffuse l'idéologie marchande par la définition figée, partielle et partiale qu'il donne des mots. Les mots sont présentés comme neutres et leur définition comme allant de soi. Mais sous le contrôle du pouvoir, le langage désigne toujours autre chose que la vie réelle. C'est avant tout un langage de la résignation et de l'impuissance, le langage de l'acceptation passive des choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent demeurer. Les mots travaillent pour le compte de l'organisation dominante de la vie, et le fait même d'utiliser le langage du pouvoir nous condamne à l'impuissance. Le problème du langage est au centre du combat pour l'émancipation humaine. Il n'est pas une forme de domination qui se surajoute aux autres. Il est le cœur même du projet d'asservissement du système totalitaire marchand. D'abord, il y a une chose dont il ne parle pas du tout, et c'est fort dommage, c'est du fait que ces classes supérieures françaises sont en train de perdre à l'échelle internationale. C'est-à-dire que là, les classes dirigeantes du capitalisme français font les losers à l'intérieur d'un continent qui lui-même commence sérieusement à faire le loser. Ils font les losers par rapport à l'Allemagne, à l'intérieur d'une Europe qui fait le loser de plus en plus clairement par rapport aux pays émergents. Donc il faut voir aussi qu'on a une bourgeoisie qui ne ment pas seulement, à mon avis, pour empêcher les dominés de s'approprier les outils intellectuels de la révolte, mais aussi pour dissimuler ses échecs, ses défaites, ses erreurs techniques. Il y a là tout un pan du macronisme, à mon avis, que Bégaudeau a manqué. Il y a une autre chose aussi, je crois que il n'a pas vu, c'est que malheureusement, si le discours macroniste a pu accrocher comme ça quand même sur une partie assez importante de la population en 2017 en tout cas,
c'est aussi parce que la fausseté, en quelque sorte, a vraiment contaminé maintenant, à des degrés divers, mais a vraiment contaminé en profondeur presque toute la société. C'est-à-dire que ça va plus loin simplement qu'une question de dominant-dominé. C'est aussi l'existence d'une société, si vous voulez, où les chaînes logistiques sont devenues tellement longues, où les processus productifs sont devenus tellement complexes, où il y a une telle proportion des gens qui n'ont plus aucun moyen de visualiser leur contribution à la création de leur monde, et qui parfois n'ont plus aucune contribution, que si vous voulez, la déconnexion entre le monde parlé et le monde réel va au-delà de la question de la structure sociale. Le progrès technologique a engendré là quelque chose de nouveau. Et qui concerne même les mecs d'en bas. Même les mecs d'en bas. Bon, vous en avez encore un certain nombre, effectivement, qui travaillent sur des emplois qui sont vraiment des emplois productifs, et bon, ça sert vraiment à quelque chose. Mais vous avez maintenant plein de gens qui ont ce que David Graeber appelle des bullshit jobs. Et il y a là tout un phénomène de contamination de la praxis génératrice de la fausseté. Je ne sais pas si j'emploie les mots justes, parce que je ne suis pas un spécialiste de cet univers mental-là, mais je pense qu'on voit ce que je veux dire. Bien au-delà simplement des classes dominantes. Donc je crois qu'il y a là deux choses que Bégodeau a un petit peu raté. Après, cela dit, j'ai vraiment bien aimé son bouquin, et surtout, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est son honnêteté fondamentale. C'est rare chez les mecs de gauche. En particulier, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est quand il reconnaît que lui-même, il a une part bourgeoise, il a une part libérale, et que, en particulier, il a lui-même une très faible capacité à assumer le réel. C'est bien. C'est bien. C'est-à-dire que s'il y a un truc, moi, qui m'énerve chez les mecs de gauche, y compris de la gauche dite radicale, c'est-à-dire, j'ai envie de dire de la vraie gauche, c'est leur côté je me perds dans la théorie, dans la pensée, et je réfléchis pas concrètement à ce que c'est que une situation révolutionnaire. Je réfléchis pas concrètement à ce que c'est que le moment où l'histoire résout les problèmes en leur donnant des noms. Finalement, une partie du bonheur qu'on tire d'appartenir aux classes privilégiées, de gagner plus d'argent, c'est pas juste qu'on gagne plus d'argent, c'est le sentiment de bien-être qu'on a à constater que d'autres gagnent beaucoup moins quand même, et la souffrance des autres peut-être nourrit votre bien-être. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons en réalité dans une égalité de principe. Et cette égalité de principe va, paradoxalement, créer une nouvelle hiérarchie. Alors avant, on la connaissait, la hiérarchie, elle était harmonieuse, elle permettait de faire avancer la société et de la tirer vers le haut. Et bien là, avec cette égalité de principe, on crée une nouvelle hiérarchie qui est exclusivement basée sur les différences de fortune. Et c'est ça le grand drame aujourd'hui, c'est que notre hiérarchie est basée sur les différences de fortune. Or, le riche, le bourgeois, n'a absolument rien à voir avec l'aristocrate. L'aristocrate bien compris. Être aristocrate, appartenir à l'élite, à la caste supérieure, c'est toute une éducation, c'est tout un système de mœurs, de valeurs totalement différentes. On est imprégné de sa mission et surtout on a également des responsabilités. Alors qu'un bourgeois, il n'a fait qu'être riche, et peut-être a-t-il été riche par le plus grand des hasards. Eh bien, cette situation va imprégner dans la mentalité collective cette phrase « pourquoi pas moi ?» Voilà, pourquoi pas moi? Pourquoi lui est riche et pas moi? Ça va susciter l'envie, il va susciter l'envie et la convoitise de ses contemporains dans une société où finalement tout le monde aspire à devenir riche. Et c'est pourquoi l'élite bien comprise, selon Gustave Thibon,
doit être indépendante de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on devient riche par le plus grand des hasards qu'on accède à l'élite. Aujourd'hui, dans une plutocratie telle que nous la vivons aujourd'hui, dans une plutocratie, eh bien, le fait d'être riche nous fait appartenir à l'élite, et cette élite, justement, n'a ni devoir ni responsabilité. Cette élite est totalement étrangère à l'ordre vivant de la cité. Elle ne doit rien à personne. Un riche, eh bien, il peut se contenter d'être riche, d'être oisif, d'être rentier, et il ne doit rien à personne. Eh bien ça, c'est ce que Gustave Thibon assimile à du parasitisme, mais il n'est pas loin d'avoir raison, pour ne pas dire qu'il a totalement raison. Et comme il le dit, on le constate très bien en regardant notre élite, aujourd'hui on assiste à un véritable encanaillement des élites, il suffit de les regarder, et il cite Nietzsche également qui disait « populace en haut, populace en bas », eh bien c'est tout à fait ce que nous vivons aujourd'hui dans cette société pseudo-égalitaire issue de la Révolution et de la pensée des droits de l'homme, qui a découlé sur un égalitarisme absolument débile, et qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, notre société est si malade. La solidification, matérialisme et bourgeoisie. Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. En Occident, les XVIIIe et XIXe siècles ont vu l'effondrement social de l'aristocratie nobiliaire issue de la lointaine chevalerie, dont la fonction et l'idéal même s'étaient progressivement anéantis dans la courtisanerie, le parasitisme et la poursuite des privilèges économiques, considérés comme une fin en soi. Chaque fois qu'une classe sociale ne considère plus que ses droits et perd de vue ses devoirs, elle est plus ou moins rapidement engagée dans un processus de décadence et d'anéantissement. La Révolution française a marqué la phase décisive de la montée de la bourgeoisie, amorcée déjà par Louis XIV lui-même, qui pour des raisons d'efficacité et de compétence, avait choisi ses principaux ministres au sein de cette classe sociale. D'occulte, le pouvoir de la bourgeoisie est devenu officiel avec le XIXe siècle, et notre dernier roi, roi des Français, et non plus de France, s'est voulu officiellement un souverain bourgeois. L'argent est devenu à ce moment le but avoué de toute l'activité humaine, et les distinctions nobiliaires abolies, le seul critère de distinction et de hiérarchie sociale. Mais déjà, selon le processus accéléré de l'histoire, montait derrière la bourgeoisie la classe sociale la plus basse, celle du peuple, dont les éléments les plus lucides étaient justement indignés par la condition effroyable que les bourgeois conquérants, mus par le seul appât du gain, lui imposaient à la faveur de l'avènement de l'ère industrielle, née en Angleterre et déferlée au long du siècle sur toute l'Europe. Journée de travail de 12 à 15 heures, travail des enfants dans les usines et les mines, incertitude totale du lendemain, etc. C'est cette terrible vision d'un prolétariat odieusement exploité qui a dicté la théorie marxiste d'avènement de ce prolétariat et de prise de pouvoir par le peuple, considéré comme inéluctable dans un avenir proche. Si Karl Marx s'avérait excellent témoin de son temps et critique lucide de l'âge bourgeois, on sait maintenant à quel point il fut mauvais prophète quant à la future montée du peuple sous forme de prolétariat dirigeant. D'une part, le rôle du peuple dans toutes les révolutions du XIXe siècle, qui se termine en 1917, a continué à n'être que celui d'exécutant, voire de victime. Entre parenthèses, déjà au sein de la Révolution française, et contrairement à la doctrine dirigée de l'histoire officielle, le peuple n'avait été que passif. Tous les acteurs et organisateurs véritablement agissants, visibles ou occultes, appartenaient à la noblesse et à la bourgeoisie, souvent étrangère à la France d'ailleurs, fermez la parenthèse. D'autre part, et en contradiction avec les prédictions de Marx, l'accession progressive du peuple à des conditions de vie plus confortables ne s'est nullement accompagnée d'une prise de conscience générale et efficace de son pouvoir politique. Si de plus en plus, et en tout pays des personnages ont parlé au nom du peuple, il est rare que ces dirigeants en fussent directement issus, car l'enrichissement du peuple a partout, et même en URSS, coïncidé avec un inéluctable embourgeoisement. Aujourd'hui, dans tous les pays d'Occident, le premier objectif d'un ouvrier d'usine qui voit sa condition pécuniaire améliorée n'est pas, sauf exception, de s'engager dans la lutte de classe. Entre parenthèses, le syndicalisme est devenu une administration, un service public comme les autres, fermez la parenthèse. Mais bien de se procurer la voiture, le logement, la machine à laver et le poste de télévision qui feront de lui un membre de la classe sociale théoriquement honnie, la bourgeoisie. Ouvrez les guillemets.
Les industriels ont compris que leur meilleur acheteur était leur ouvrier. Le travailleur a donc cessé d'être un prolétaire, il continue à produire mais travaille pour acheter ce qu'il produit, et s'enferme sans récriminer toute sa vie dans des usines qui, en tournant, rendent le grincement triste de la cage où un écureuil prisonnier épuise ses forces. Fermez les guillemets, Jean Servier, L'homme et l'invisible, 1964, page 348. Ainsi se trouve grippé à la base, en Occident tout au moins, le mécanisme de ce qui devait être, selon la théorie marxiste, la révolution permanente et mondiale. Celle-ci est maintenant prise en charge, et de quelle dynamique et sanglante façon, par les peuples de couleur aux exploits desquels les bourgeois de gauche des pays nantis applaudissent, sans se rendre compte que ce faisant, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Cette déviation de la révolution blanche est une des clés de la compréhension de notre temps. On conçoit combien les dirigeants des divers États capitalistes, entre parenthèses, qu'ils procèdent du capital privé des trusts comme les États-Unis ou du capitalisme d'État comme l'URSS, fermez la parenthèse, voient leur tâche facilitée par une telle évolution sociale. Au lieu de l'agitation endémique de classes en lutte les unes contre les autres, facteurs de troubles, de coups d'État et de révolutions sanglantes, ces dirigeants n'ont plus devant eux qu'une masse humaine quasi indifférenciée et fortement unifiée dans un seul culte et une seule religion de fait, la religion du confort et de l'argent qui le procure, et ceci sous la devise « pas d'histoire ». Dès lors, et à condition que ce sacro-saint confort matériel des citoyens ne soit pas mis en cause, le pouvoir, toujours aux mains des grands bourgeois inféodés aux puissances internationales d'argent, entre parenthèses, nous sommes décidément loin du marxisme, même en URSS, fermez la parenthèse, va pouvoir impunément détruire les pans encore debout de la liberté traditionnelle fondamentale, celle des métiers, des artisanats et des arts, que la fonctionnalisation générale, l'appropriation par les trusts, les fabricants en série et le goût du profit immédiat mettent déjà en péril. Ainsi se trouvent établies ces sociétés de consommation, que certains, et souvent les plus jeunes, contestent, mais en vain, faute de savoir lui opposer quelque idéal supérieur. Pierre Massé, commissaire général au plan et disciple du philosophe de la prospective Gaston Berger, dit lui-même, ouvrez les guillemets, « Nous devrions essayer de construire un avenir bâti sur une idée moins partielle de l'homme que celle d'un consommateur de biens périssables. » Fermez les guillemets. Il ne semble pas, hélas, que les profiteurs et même la majorité des victimes du système aient beaucoup médité ce souhait lucide. Ont-ils seulement lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, auquel nos sociétés matérialistes, capitalistes, technocratiques, étatiques et concentrationnaires ressemblent décidément de plus en plus? Il serait licite de ramener toute la société moderne à une vaste entreprise d'aliénation et de destruction de l'individu au moyen de cette opération satanique qui consiste à réduire tout ce qui en lui fait sa spécificité, sa personnalité, au seul mesurable, au seul monnayable. Ouvrez les guillemets. Dans le climat mental créé par le libéralisme, l'idée du profit a envahi tout le champ de notre conscience, la richesse apparaît comme le bien suprême, le succès de la vie se mesure en unités monétaires, les affaires sont saintes. Le sens de l'honneur est un anachronisme. Ceux qui se consacrent à un idéal, qui travaillent avec désintéressement, sont considérés comme des hypocrites ou des fous. Fermez les guillemets, Alexis Carrel, Réflexions sur la conduite de la vie, page 20. De même Péguy constatait, et il était bien placé pour le faire, l'insidieux et inéluctable étranglement de, ouvrez les guillemets, tout ce qui est faible socialement, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est cultivé, tout ce qui est libre. Fermez les guillemets, situation faite à l'histoire. Ouvrez les guillemets. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les puissances spirituelles ont été toutes ensemble refoulées par une seule qui est la puissance de l'argent. La lutte, et une lutte inexpiable, une lutte mortelle, est entre l'argent et tout ce qui a quelque spiritualité. C'est partout la pensée qui est visée, la métaphysique, la liberté, la fécondité, c'est l'âme même que l'on veut atteindre et réduire une fois pour toutes. Fermez les guillemets, Péguy, note conjointe, page 301. Le moins que l'on peut dire, c'est que dans leur majorité, ces âmes se laissent d'ailleurs parfaitement réduire. Car ce monde est plein de criailleries et de récriminations, mais personne n'ose rappeler que presque toujours les victimes sont elles-mêmes les causes de leur asservissement au règne de la quantité, comme dit René Guénon. Qui, en effet, pour reconquérir une liberté spirituelle dont la nostalgie même se perd chez la plupart, oserait quitter une société si douillette,
où tout peut être prévu et assuré à l'avance de façon si parfaite. L'assurance a remplacé l'espérance et la foi en la providence. Aujourd'hui, des vieillards âgés de 20 ans remplissent déjà des formulaires pour assurer leurs vieux jours. Au nom de la liberté, les libertés sont les unes après les autres abandonnées, par l'entremise de fonctionnaires anonymes et irresponsables, à l'État-providence, inquisiteur et tout-puissant. Ouvrez les guillemets. Les gens sont tellement soucieux de leur confort physique, intellectuel et moral, que ce qui les choque, ce n'est ni le désordre, ni l'anarchie, ni la pornographie, ni le sacrilège, ni la dissolution de la société et du catholicisme, mais les réactions que peut susciter encore parfois ce spectacle de désolation. Ce que demandent les gens, c'est simplement de pouvoir lire tranquillement dans leurs journaux et regarder à la télévision les anecdotes d'un monde en décomposition. Tant qu'ils ne sont pas touchés eux-mêmes dans leur vie, ils trouvent que les choses vont assez bien et croient cordialement à la naissance de l'homme nouveau et au printemps de l'Église. Fermez les guillemets. Louis Saleron, itinéraire numéro 144, juin 1970. L'homme moderne est à ce point programmé que le spectacle chez autrui de l'enthousiasme ou de l'indignation l'effare ou le scandalise. La notion de justice n'est véritablement invoquée que lors de malheurs personnels, tout étant devenu horizontal, mesurable, prévisible, entre parenthèses, on le croit du moins, fermez la parenthèse, les seules motivations étant celles du profit, le confort matériel ayant amolli les caractères, les valeurs fondamentales qui faisaient de la vie humaine une aventure exaltante sont irrémédiablement rabotées. On refuse toute responsabilité. La devise générale du haut en bas est « pas d'histoire ». On peut égorger le voisin, personne bien sûr n'aura rien entendu. Vous pouvez agoniser sur le bord d'une route, il passera 10, 100 voitures avant qu'une personne normale s'arrête et vous porte secours. L'égoïsme se vêt des guipures les plus hypocrites. Efficience, réalisme, standing. Quel manque effarant de curiosité pour autrui derrière ces visages fermés comme des murs. Et en définitive, et toujours, quelle médiocrité spirituelle et même intellectuelle. Un être véritablement intelligent ne peut être égoïste et cupide. Ces tiroirs-caisses ambulants pensent-ils disputer leur compte en banque au verre du cercueil? Entre parenthèses, ils ont choisi de n'y pas penser. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. C'est à la mauvaise qualité de l'individu qu'il faut attribuer l'effondrement de notre civilisation. Fermez les guillemets. Alexis Carrel, La prière, page 2. Que l'on creuse les pulsions humaines aux époques de décadence. Que trouvera-t-on? Violence? Érotisme? Veulerie? Certes. Mais tout au fond, toujours, la bêtise. La bêtise au front de taureau, disait Baudelaire, qui, comme Flaubert, son exact contemporain, ne se sentait pas très à l'aise au siècle des Joseph Prudhomme, des Homais, des Perrichon et des adjudants flics. Entre parenthèses, c'est d'ailleurs l'honneur des artistes de ce siècle d'avoir hissé quelques types immortels de l'imbécilité satisfaite jusqu'au plan métaphysique et de les avoir fait applaudir par ceux qui leur servaient de modèle. Fermez la parenthèse. Certes, aucune époque n'a manqué de sottes gens, mais leur sottise était contrebalancée par l'équilibre même d'une société hiérarchisée qui allait jusqu'à imposer à ces sots une sorte de contrôle de comportement, et qui les rendait quasi inoffensifs. Aujourd'hui, ces personnages occupent avec une triomphante suffisance le devant de la scène et arrivent presque partout à couvrir la voix des artistes authentiques. Ouvrez les guillemets. J'en ai assez de réclamer pour des hauts esprits les miettes d'une renommée qui va si copieusement à des pitres. Fermez les guillemets, s'écrie Jean Rostand dans Inquiétude d'un biologiste. Devant ce désordre planétaire, l'homme de tradition doit s'efforcer de garder sa sérénité. Ce qui n'est pas de l'indifférence. Connaissant les causes profondes d'une telle dégénérescence de l'espèce, se gardant de tout orgueil et sachant que, de quelque façon que ce soit, psychiquement ou somatiquement, il en pâtit lui-même. Il n'est qu'un borgne au royaume des aveugles. Alors que presque tous autour de lui se livrent à la frénésie de la possession et de la jouissance, il trouve joie et dignité à comprendre un monde à première vue absurde et dément. Une notion traditionnelle veut que la fin de notre cycle d'humanité corresponde à la succession dans l'ordre inverse des deux opérations alchimiques, solver et coagula. Il est indéniable que l'âge bourgeois, dont l'apogée a correspondu à la durée comprise entre 1789
et 1917 représentent le coagulat, la solidification de la fin des temps, et que les philosophes matérialistes, tels que le positivisme comtien, sont les fruits de cette solidification spirituelle et mentale. C'est dans cette lourde lumière qu'ont pris naissance l'agnosticisme, le scientisme, le mépris du pauvre, la perte du sens du sacré et l'idolâtrie de l'argent. Bien qu'en cette seconde moitié du XXe siècle, nous soyons entrés dans la phase finale de liquéfaction, et que bien des valeurs bourgeoises soient aujourd'hui en péril, nous ne continuons pas moins à subir les effets antispirituels de la phase précédente, qui ne font que s'ajouter aux effets destructeurs de la phase actuelle. Et enfin, en conclusion, je vais vous lire une citation extraite du Loup des steppes de Hermann Hesse. Elle est un petit peu longue, mais elle vaut vraiment le déplacement. Le bourgeoisisme lui-même, en tant qu'état humain qui subsiste à perpétuité, n'est pas autre chose qu'une aspiration à la moyenne entre les innombrables extrêmes et antipodes de l'humanité. Prenons pour exemple une de ces paires de contrastes, tels que le saint et le débauché, et notre comparaison deviendra immédiatement intelligible. L'homme a la possibilité de s'abandonner entièrement à l'esprit, à la tentative de pénétration du divin, à l'idéal de la sainteté. Il a également la possibilité inverse de s'abandonner entièrement à la vie de l'instinct, aux convoitises de ses sens et de concentrer tout son désir sur le gain de la jouissance immédiate. La première voie mène à la sainteté, au martyre de l'esprit, à l'absorption en Dieu. La seconde mène à la débauche, au martyre des sens, à l'absorption en la putrescence. Le bourgeois, lui, cherche à garder le milieu modéré entre ces deux extrêmes. Jamais il ne s'absorbera, ne s'abandonnera ni à la luxure ni à l'ascétisme. Jamais il ne sera martyr. Jamais il ne consentira à son abolition, son idéal, tout opposé, est la conservation du moi. Il n'aspire ni à la sainteté ni à son contraire. Il ne supporte pas l'absolu. Il veut bien servir Dieu, mais aussi le plaisir. Il tient à être vertueux, mais en même temps à avoir ses aises. Bref, il cherche à s'installer entre les extrêmes, dans la zone tempérée, sans orage ni tempête violente, et il y réussit. Mais aux dépens de cette intensité de vie et de sentiment que donne une existence orientée vers l'extrême et l'absolu, et de sentiments que donne une existence orientée vers l'extrême et l'absolu. On ne peut vivre intensément qu'aux dépens du moi. Le bourgeois, précisément, n'apprécie rien autant que le moi. Un moi qui n'existe, il est vrai, qu'à l'état rudimentaire. Ainsi, au détriment de l'intensité, il obtient la conservation et la sécurité. Au lieu de la folie en Dieu, il récolte la tranquillité de la conscience. Au lieu de la volupté, le confort. Au lieu de la liberté, l'aisance. Au lieu de l'ardeur mortelle, une température agréable. Le bourgeois, de par sa nature, est un être doué d'une faible vitalité, craintif, effrayé de tout abandon, facile à gouverner. C'est pourquoi, à la place de la puissance, il a mis la majorité, à la place de la force, la loi, à la place de la responsabilité, le droit de vote. Il est clair que cet être pusillanime, en quelque grande quantité qu'il existe, est incapable de se maintenir qu'en raison de ses facultés. Il ne peut jouer dans le monde un autre rôle que celui d'un troupeau de brebis entre des loups errants. Néanmoins, nous voyons que, aux périodes de domination des natures puissantes, le bourgeois, bien qu'opprimé, ne reste jamais sur le carreau et parfois paraît même régir le monde. Comment est-ce possible ? Ni la quantité numérique du troupeau, ni la vertu, ni le sens commun, ni l'organisation ne seraient assez puissants pour le sauver de la mort. Aucune médecine au monde ne saurait garder en vie celui dont la force vitale, dès l'abord, est à ce point affaiblie. Cependant, le bourgeoisisme existe. Il est fort, il est prospère. Je vous remercie.